13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud et autour de vous, Céline, aujourd'hui, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Jean-Michel Salvatore. Et on va parler maintenant de ce budget 2026. On se sort tout juste des débats autour de celui 2025. Déjà, on remet ça et voilà. Et ça tombe 40 milliards d'euros d'économie. Voilà ce que nous devons faire, ce que doit faire le gouvernement d'ici 2026. Alors, on va écouter tout de suite Éric Lombard, le ministre de l'économie, qui a donc fait ses annonces. C'était sur BFM. Je maintiens le 4,6% pour 2026, qui va demander un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros. Et c'est pourquoi nous avons une méthode radicalement nouvelle avec le Premier ministre, qui est de construire ce budget 2026 dès mardi. Et c'est pour ça que nous réunissons en fait l'ensemble de nos partenaires. C'est qu'on va commencer par poser les bases, nous permettant de façon beaucoup plus collégiale que ce qu'on fait d'habitude, de cet effort que nous demandons à la nation. Budget 2026, 40 milliards d'efforts à faire. Oui. Voilà, Jean-Michel Salvatore, méthode radicalement nouvelle. Voilà. Alors, on verra pour la méthode, mais je pense qu'il faut, il faut déjà prendre la mesure de ce qu'on dit là. 40 milliards, mais enfin, évidemment, on parle tout le temps de milliards, etc., donc on se rend plus compte. Oui, on n'a plus la notion, effectivement. Alors moi, je vais vous donner quelques chiffres. Oui. 40 milliards, c'est à peu près le budget de la défense. C'est le budget de la défense. C'est la moitié de ce que rapporte l'impôt sur le revenu. En France, l'impôt sur le revenu, ça rapporte 80 milliards. Ah oui. Là, on nous dit, il faut faire 40 milliards d'économies. J'ajoute un autre chiffre. 40 milliards, c'est 20 fois ce que rapporte l'impôt sur les grandes fortunes d'aujourd'hui, l'IFI. Oui. L'impôt sur la fortune immobilière. L'impôt sur la fortune immobilière, ça rapporte 1,9 milliard. Il nous faut trouver 40 milliards. Donc c'est gigantesque. Oui. C'est déjà gigantesque. 20 milliards l'année précédente. Déjà 20 milliards, c'était Maus Costaud, mais là 40, c'est énorme. C'est énorme. Donc on va en parler peut-être avec Olivier. Donc c'est quoi la méthode radicalement nouvelle? C'est de nous annoncer dès maintenant qu'on va devoir se serrer la ceinture et pas au dernier moment? Bah moi je pense que pour un gouvernement qui n'a pas de majorité, c'est une équation impossible. Donc alors on essaye de préparer un peu les Français, on leur dit donc là bon il y avait une communication qui était assez concertée, il y avait Lombard qui était sur BFM, il y avait sur France Inter Montchalin, et puis la porte-parole qui était sur un troisième média. Donc on commence à habituer les gens, mais moi je pense que c'est assez vain, parce que quand vous dites aux Français 40 milliards, mais ça leur dit pas grand-chose au fond. Et ce que les gens voient bien, c'est que la vie est de plus en plus difficile, que le pouvoir d'achat a été rogné que la France est endettée jusqu'au cou. Et donc bon, les Français se disent, nous on peut pas. Voilà. Olivier d'Artigol. Bon, Nana Purna budgétaire. C'est-à-dire un budget impossible. C'est 3 Everest, si je me fie à ce que vient de dire Bayrou avait dit, nous sommes face à plusieurs sommets, donc là c'est à plus de 8000. Le premier Français qui l'avait d'ailleurs franchi, c'est Maurice Herzog en 1950. Il y a laissé quelques doigts. Première mondiale. Il y a laissé quelques doigts. Oui. Donc là, on ne souhaite pas que personne ne puisse y laisser les doigts gelés. Il va falloir attaquer tout ça à coups de piolet. Mais peut-être que c'est l'occasion de poser véritablement le débat en grand et à plein. C'est-à-dire que, 40 milliards, en effet, c'est au-delà même du remboursement des intérêts de la dette aujourd'hui. C'est un chiffre qui, en effet, paraître qui nous assomme, mais il faut regarder. Est-ce qu'on peut y aller uniquement avec la baisse de la dépense publique? Je ne dis pas qu'il ne faut pas baisser la dépense publique quand elle n'est pas efficiente, quand elle n'apporte pas de bons résultats, mais ça peut peut-être nous permettre de relancer le budget sur une fiscalité plus juste. Vous avez évoqué l'impôt sur la réforme de l'ISF. L'ISF, à son époque, avait un rendement bien supérieur à 4 ou 5 milliards. On pourrait évoquer les 200 milliards d'aides aux entreprises. Il y a le crédit impôt recherche, par exemple, qu'il faudrait davantage cibler, et qu'il y ait une traçabilité. Moi, je prends ce sujet-là plutôt avec enthousiasme. Vous êtes bien le seul. En se disant, mais est-ce qu'on ne peut pas réouvrir toutes les questions budgétaires et macroéconomiques sans totem ni tabou, et allons-y. Moi je suis pas d'accord avec Olivier. Vous n'êtes pas d'accord, allez-y, Jean-Michel. Non, parce que moi je trouve quand même un peu fort de café de nous refaire le coup des impôts. La France est le pays champion du monde des impôts. Donc Olivier, si vous trouvez des niches fiscales, bien sûr, mais oui, il y a un peu à gratter quand même. Non mais attendez. Moi je suis d'accord, il peut y avoir à gratter. Par exemple, on dit beaucoup les agences de l'État.
Ok, bon. Mais les agences de l'État, ça n'ira pas très loin. Parce que d'abord, c'est difficile à faire. Ensuite, les fonctionnaires qui sont dans ces agences resteront fonctionnaires. Donc ça, pour moi, si vous voulez, ce sont des mesures qui sont un peu cosmétiques. Le crédit impôt recherche. Moi, je ne suis pas d'accord. Le crédit impôt recherche, c'est très utile pour toutes les entreprises innovantes. Interrogez tous les patrons de start-up qui vous diront que la France est un pays rêvé pour innover, pour investir, pour créer des emplois. Donc peut-être qu'il faut regarder ici ou là le crédit impôt recherche, mais moi je pense que Olivier, je pense quand il est bien utilisé, d'accord. Non, vous dites c'est le moment du grand soir, on va pouvoir rediscuter un petit peu des impôts, etc. Je n'ai pas le couteau entre les dents. Je n'ai simplement mon stylo. Moi Olivier, je propose le grand soir du travail. C'est-à-dire on est quand même un pays où on travaille moins que les autres. On travaille moins que les autres en semaine, puisqu'on a les 35 heures. Ouais. On travaille moins que les autres parce qu'on est à 62, bientôt 64 ans à la retraite, alors que les autres sont plutôt entre 67 et 68. Jean-Michel Salvatore, justement, ce que vous évoquez, c'est le discours de Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine, qui estime que le déficit pourrait être comblé si la France travaillait plus. On l'écoute. Il faut dépenser moins, il faut dépenser mieux, il y a des dépenses qu'il ne faut plus faire, et il faut surtout travailler plus. Si vous travaillez plus, vous créez plus de richesses. On considère que si nous avions le même taux d'emploi qu'en Hollande, la moitié du déficit disparaîtrait. Donc, il y a 5 millions de chômeurs dans ce pays, et je ne connais pas une seule entreprise qui ne vous dise pas « je cherche du monde, je veux embaucher et j'y arrive pas ». Et pourtant, il y a 5 millions de chômeurs. Si nous travaillons plus, nous résolvons une grande partie de notre problème. La France, quand vous prenez le nombre d'heures travaillées en France, vous le divisez par le nombre de gens en âge de travailler, c'est le pays de l'OCDE qui travaille le moins. Philippe Juvin sur Sud Radio. Avec un sujet. On travaille pas assez, on travaille pas assez. Ou non, ou pas. Mais je vais vous faire une proposition pro-business. Nous avons un taux d'employabilité et d'activité sur les plus de 55 ans qui est un drame, avec un différentiel avec l'Allemagne qui n'est pas bon du tout. Est-ce que nous ne pouvons pas aller vers une modulation des cotisations sociales patronales en favorisant les entreprises qui maintiennent leurs seniors dans l'emploi, qui les amènent jusqu'à la retraite, en faisant d'eux d'ailleurs des parrains peut-être pour des jeunes qui arrivent dans l'entreprise, plutôt comme le font certaines entreprises, de dégager les seniors pour embaucher des jeunes et en les payant moins. Ça, c'est pas vertueux. Oui, Olivier, mais moi je pense que s'il y a si peu de seniors qui sont au travail, ou s'il y a si peu de salariés entre 58 et 62 ans qui travaillent, c'est précisément parce qu'on avait la retraite à 62 ans. Et que donc tout le monde anticipait un départ à 62 ans. La retraite effective est à 63 ans. Ok, mais à partir de 57-58 ans, quand les entreprises pouvaient se débarrasser d'un salarié, elles le faisaient parce qu'il y avait des mécanismes d'État qui permettaient de le faire. Vous aviez aussi beaucoup de salariés qui se disaient, justement, comme il y a des mécanismes d'État qui permettent de compenser, autant partir et commencer sa retraite à 58 ans. À partir du moment où vous mettez la retraite à 64 ans, ces effets d'aubaine existeront de moins en moins. Parce qu'à 57 ans, on se dira, non, j'ai encore 7 ans à faire, et donc il n'est pas question que je m'en aille. Et je pense que, évidemment, on doit faire un gros effort pour remettre les jeunes seniors au travail, mais je pense que la première chose, c'est de mettre la retraite à 64 ans, parce que ça permettra justement à tous ces jeunes seniors de rester dans l'emploi. Bon, on va pas refaire le débat sur la retraite. Vous voulez 65? Non, progressivement, Olivier, progressivement. Voilà, aujourd'hui, vous prenez votre retraite aujourd'hui. Ceux qui prennent leur retraite aujourd'hui, ils la prennent à 63 ans. Et puis ensuite, petit à petit, ils la prendront à 64 ans. Et en attendant, cette cure d'austérité, on peut parler de ça, a forcément déclenché forcément un vent de réaction et fait bondir l'opposition. On va écouter Sébastien Chenu, député RN du Nord, qui critique donc les choix et qui brandit à nouveau la menace de la censure. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. Politiquement, bien sûr que le gouvernement s'expose en construisant un budget qui demanderait aux Français de se serrer la ceinture, et uniquement aux Français de se serrer la ceinture s'expose à une censure de notre part. On n'a pas peur de ça, on n'a pas froid aux yeux. Quand une motion de censure qui peut être déposée avec la gauche, se construit, par la gauche et votée par vous? Oui, mais on verra, mais si le projet, c'est de demander aux Français de se serrer la ceinture, une fois de plus, sans que l'État lui-même ne fasse des économies, n'aille sur le chemin des économies en matière d'immigration, de train de vie de l'État, des collectivités, nous emploierons effectivement à le censurer sans aucun problème. Est-ce que c'est le bon moment pour le RN de sortir l'arme ultime? Le RN a pointé 3 questions pouvant légitimer, selon eux, une censure du gouvernement Bayrou. D'abord, une question très importante pour eux qui mettent au-dessus de la pile la programmation pluriannuelle sur l'énergie. Oui. Où le RN mène cette bataille. Il souhaite donc un débat, il y aura un débat mais sans vote, une proposition de loi sénatoriale, et si jamais Bayrou passe par décret, ils disent on peut faire tomber la censure. Sur le budget, dans le sens où ils souhaitent donc
pour le coup, que la voilure soit réduite sur les dépenses de l'État, des collectivités, des 3 fonctions publiques. Vous trouvez ça cohérent? Mais sans frapper les ménages. C'est le bon moment pour eux ou pas? Et la troisième, c'est l'immigration. En tout cas, Marine Le Pen a toujours dit, s'il y a un sujet très important, nous irons et le fait, y compris s'il y a dissolution et que je perds mon mandat à l'Assemblée nationale, ça ne sera pas important, ça n'est pas la priorité. Jean-Michel Salvatore. Je trouve que c'est pas une bonne façon de poser le problème. Je trouve que Sébastien Chenu, comme Éric Lombard, comme énormément de politiques aujourd'hui, sont partisans du zéro effort. On est en train de nous expliquer qu'il faut trouver 40 milliards sur le budget de 2026, mais qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, qu'il n'y aura pas d'efforts à faire. Mais évidemment que si. Donc, moi, ce que je trouve absolument affolant, c'est que... a priori, les riches. Comme vous disiez. Oui, alors, ok, mais les riches, bon, la surtaxe qui devait durer 1 an, bon, admettons qu'elle soit pérennisée pour une année supplémentaire, mais ça rapporte jamais que 2 milliards. Alors, c'est toujours ça, donc, vous me direz. Est-ce que c'est le bon moment, selon vous, pour le RN de sortir, de déclencher cette menace? Moi, je pense qu'ils ont en tête 2 ou 3 sujets qui leur tiennent à cœur. Il y a effectivement ce sujet, mais il y a aussi la proportionnelle. Je pense qu'ils aimeraient quand même beaucoup que la proportionnelle passe avant une dissolution possible à partir du mois de juillet. Et puis, ils ont aussi une ligne rouge autour des retraites. Mais moi, je pense que si vous voulez, tous les partis politiques, que ce soit la gauche, l'extrême gauche, la droite, les Républicains ou le Rassemblement national, il va arriver un moment où ils vont devoir faire preuve de responsabilité parce qu'on ne réglera pas le problème sans effort. Et la gauche, justement, dans quelques instants, on entendra la réaction d'Éric Coquerel, qui lui aussi, envisage la censure. Mais est-ce que la gauche va parvenir à se mettre d'accord sur le sujet? On va en parler dans quelques instants. À tout de suite. Il est 13h43. Bon début d'après-midi avec Céline Géraud sur Europe 1. Europe 1, 13h.